Bonjour Claire Silly. Je vous laisserai donc vous présenter s'il vous plaît concernant votre parcours et puis vous présenter sur vous-même également. D'accord. Alors, bonjour, moi je m'appelle Claire Silly, j'ai créé ma structure il y a 10 ans. J'ai eu moi-même un parcours de vie chaotique avec des grosses souffrances à l'âge de 15 ans et j'ai rencontré mon premier magnétiseur, je devais avoir 16-17 ans. J'ai par la suite rencontré le massage bien-être, les fleurs de bac, la psychogénéalogie. Et aujourd'hui, il y a 10 ans, j'ai décidé, parce que c'était vraiment l'amour de l'humain qui me portait dans cette force-là, de mettre ce que j'avais appris au service des personnes pour les libérer de leurs souffrances. Quand moi j'ai été libérée de mes souffrances, ça a été pour moi une véritable renaissance et j'espère faire vivre ça aux personnes qui viennent me voir, pouvoir renaître à elles-mêmes. Et quand on a vécu cette renaissance à soi-même, on est vraiment dans une vie épanouie. Très bien. Et comment du coup vous avez connu la psychogénéalogie? Alors la psychogénéalogie, c'est une pratique dont j'avais entendu parler, qui m'inspirait fortement, puisque j'ai très peu connu mon papa. Dans la famille de maman, on ne parlait pas. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de faire une journée avec Agnès Paoli, qui est psychogénéalogiste, j'y suis allée et pour moi, ça a été à la fois une révélation, chamboulement. Voilà, ça a été pour moi quelque chose, je cherchais le mot chamboulement. C'est vrai que ça m'a beaucoup remué et en fait, au départ, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Et puis petit à petit, j'ai intégré, j'ai fait le travail demandé et vraiment, s'il y a un mot, c'est le mot libération qui vient ici. C'est comme si j'avais été délivrée de certaines parties des sacs à dos, mais pas les miens, ceux de mes ancêtres. Et puis, j'ai commencé la formation en septembre, donc j'ai travaillé sur mon arbre en long, en large et en travers, mais c'est vrai que ça a été une très très belle rencontre qui m'a énormément apporté, puisque ça m'a permis de découvrir ma véritable histoire transgénérationnelle, l'histoire de mes ancêtres, et non plus à travers on a dit que la grand-mère ou on disait que le grand-père. Là, c'était des faits que l'arbre venait nous raconter par lui-même. Donc c'est suite à la séance avec cette psychogénéalogiste voilà, que vous avez eu le déclic de vous dire est-ce que je ne ferais pas ça moi aussi? Alors, pas pour moi, pas pour le présenter aux autres au départ, mais pour moi, pour vraiment être dans mon cheminement de développement personnel. Et puis, je l'ai vraiment très vite intégré à ma pratique et aujourd'hui, c'est devenu le cœur de mon métier parce que je trouve que c'est une technique très libératrice et très réparatrice dans la vie d'une personne. Alors, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie en gros? Alors, en gros, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? Anne-Ancelin Schenberger, qui est la maman de la psychogénéalogie, va démontrer dans les années 1970 comment un secret, un non-dit, un traumatisme vécu par nos aïeux peut avoir des répercussions dans nos vies à aujourd'hui. Elle peut bloquer la personne physiquement, donc ça peut être une maladie physique. Elle peut la bloquer psychiquement, émotionnellement ou comportementalement. Très bien. Par exemple, j'ai peur de l'eau. Pourquoi on a peur de l'eau, on ne peut pas aller à la piscine? Peut-être que dans notre transgénérationnel, il y a un ancêtre qui s'est noyé et la croyance qui va se transmettre de génération en génération, c'est ne t'approche pas de l'eau, l'eau est dangereuse. Sans que la personne ait eu un traumatisme quelconque avec de l'eau, elle personnellement. Tout à fait. Elle, personnellement, elle ne peut rien avoir vécu, mais parce qu'on a un ancêtre qui est décédé en se noyant, on ne va pas vouloir que les ancêtres suivants se noient. Donc, on va transmettre le message, ne vous approchez pas de l'eau, l'eau, c'est dangereux. Très bien. Et ça a commencé avec l'aïeul de la psychogénéalogie. Alors, non, c'est Anne-Ancelin Schenberger, la maman de la psychogénéalogie. Très bien. Et du coup, vous savez un petit peu, à travers de ses travaux, comment elle a pu développer cette thérapie? Il y a un très bon livre à lire pour ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance de cette technique. C'est elle qui l'a rédigé. C'est Aïe mes aïeux.
Très bien. Et ce livre-là, elle raconte vraiment beaucoup de choses sur ses découvertes. Elle prend aussi beaucoup d'exemples et c'est vraiment le livre, je dirais, qui permet de mettre vraiment un pied dedans. D'accord. Voilà. S'il y a un livre que je devrais retenir, c'est celui-là. Très bien. Et du coup, comment ça s'est développé la psychogénéalogie? Je suppose qu'elle était, quand elle a fait ses recherches, c'était il y a quand même Alors, un elle a an. fait ses recherches en faculté, elle était rattachée à la faculté de Nice. Elle a formé ses étudiants qui ont formé à leur tour. Et puis aujourd'hui, les formations continuent à travers un petit peu toute la France et puis certains autres pays. Voilà. Très bien, parce que c'est vrai qu'on en entend parler, mais que depuis peu finalement, comme pas mal de thérapies aussi, vous direz que ça s'est développé il y a combien de temps environ? C'était très présent dans les années 1970, puisque Anne était encore vivante. Le problème, c'est que comme beaucoup de thérapies à aujourd'hui, on a l'impression de les découvrir. Non, elles existent depuis longtemps, mais elles n'ont jamais été mises en lumière. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de salons du bien-être, d'avoir beaucoup de gens qui mettent en lumière justement ces thérapies-là, mais la psychogénéalogie a toujours existé, sauf qu'avant, on n'en parlait pas, alors qu'aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'on en parle et que ça permet de faire découvrir cette thérapie. C'est vrai que là, c'est en plein développement, tout ce qui est bien-être, mésotérisme, on en parle de plus en plus. Du coup, le déclic, vous l'avez eu quand exactement de vous dire, ça y est, vraiment, je veux en faire mon métier, ça me passionne vraiment au point de vouloir aider les gens? Alors, en fait, quand j'ai commencé l'unité de lettres, j'ai commencé par le massage et j'avais les fleurs de bac avec moi. Et je me suis aperçue qu'à un moment donné, j'étais limitée dans mon accompagnement parce que tant que ça dépendait tant que la souffrance de la personne dépendait d'elle, j'avais les outils. Mais quand ça dépendait pas d'elle, que c'était d'un héritage, et bien là, j'avais plus l'outil. Donc, quand j'ai commencé ma formation, au départ, alors il y a 2 ans de formation pour faire ce que je fais. Au départ, je ne pouvais pas l'utiliser dans ma pratique, mais quand j'ai eu le feu vert, j'ai commencé avec quelques personnes, et puis aujourd'hui, ça fait partie d'un accompagnement global. Voilà. Vous avez bien approfondi le sujet. Du coup. Très bien. Du coup, au niveau de la formation, vous en parliez, ces 2 ans de formation, comment vous avez pu vous renseigner? Parce que c'est vrai que sur Internet, on voit tout un tas de formations disponibles en psychogénéalogie. Vous avez suivi quelle formation, par exemple? Alors, moi, j'ai rencontré Agnès pendant ma formation en fleurs de bac. Et puis, du coup, c'est quelqu'un que j'avais vraiment apprécié. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, je suis partie avec elle et je me suis engagée sur 2 ans. C'est quelqu'un qui donne des formations en France et aussi en Belgique. D'accord, voilà. Très bien. Donc, elle a un site. Oui, elle a un site. Donc, ça s'appelle Mon arbre généalogique. C'est Agnès Paoli. Voilà. Très bien. Et du coup, c'est une formation qui certifie à la fin? Vous avez une certification? Il y a une certification au bout de 2 ans. Très bien. Il faut avoir une certification pour pratiquer en psychogénéalogie? Alors, j'ai envie de dire, comme on est dans des professions non réglementées, c'est pas une obligation. Donc après, voilà, c'est ouvert un peu à tout le monde. Très bien. Du coup, niveau toujours des formations, vous avez parlé de Agnès qui fait donc ce type de formation sur 2 ans. Il y a d'autres personnes sérieuses ou d'autres... Alors là, moi, je connais pas, je me suis jamais penchée sur le sujet puisque c'était pas utile pour moi. Donc je pourrais pas conseiller d'autres personnes. C'est pas que je ne le veux pas, mais je ne me suis pas penchée sur la question en fait. Très bien. Donc du coup, il faut au moins 2 ans de formation. Pour moi, oui, ça me semble nécessaire parce que on travaille module par module et qu'entre 2 modules, il faut pouvoir intégrer ce qui a été dit par exemple, entre le premier et le 2e module, pouvoir intégrer ce premier module. Pouvoir aussi prendre conscience que on a besoin de temps pour souffler
fait parce que la première personne sur laquelle on va travailler, c'est nous. Donc, entre les connaissances à intégrer qui sont importantes pour aller au module suivant et puis intégrer un peu son histoire familiale, là, il fallait bien ce temps-là, quand on est en formation, avoir le temps de poser les choses. Très bien, vous aviez des exercices pratiques du coup oui, il y avait des exercices pratiques puisqu'on rentrait aussi dans notre histoire familiale, donc c'était bien joli de mettre en évidence ces histoires. C'est ce que je dis aux gens quand ils viennent me voir, hein. Le but d'une séance, c'est pas seulement de mettre en évidence un secret, un traumatisme, un non-dit. Il y a aussi l'acte de réparation qui va venir à la suite de la séance. Ça appartient à la personne, c'est à elle à le poser. Elle va devenir à ce moment-là actrice de son histoire familiale. Elle va reprendre vraiment les commandes de cette histoire-là en posant l'acte pour pouvoir réparer son arbre généalogique. Donc ce travail-là, quand vous mettez en évidence un secret, un non-dit, un traumatisme, forcément derrière il y avait le travail de réparation à faire pour nous aussi. Voilà. Et du coup, c'est une formation que vous avez suivie en visio, en présentiel En présentiel, voilà, sur Lyon, et c'était en présentiel. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, vous diriez que quelqu'un qui veut venir consulter en psychogénéalogie, il faut qu'elle ait quelles problématiques quelles sont les problématiques majeures Les plus souvent que j'aborde, c'est le problème de place. Quelle est ma place? J'arrive pas à prendre ma place. Le sentiment d'abandon, le deuil, la dépression. Ça peut être aussi des angoisses, ça peut être plein de choses. J'ai envie de dire, il n'y a pas un sujet. Il faut que la personne, elle se questionne. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Ça, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Et c'est là qu'on va intervenir. Et ça, on le sait, de ce dont on ne veut plus. Et c'est à partir de là qu'on va travailler en psychogénéalogie. Pourquoi ça coince à ce niveau-là? Pourquoi vous êtes bloqué dans telle problématique où il faut aller chercher dans l'art pour pouvoir la résoudre? Et des fois, vous avez déjà eu des cas où ça venait pas forcément des ancêtres, le problème n'était pas, venait pas de là? Alors, en général, dans les cas que j'ai, ça peut être un problème d'ordre émotionnel. Donc là, je vais aller chercher avec mes fleurs de bac. Mais quand on est coincé quand on a l'impression de tourner en rond, c'est bien souvent ce que les gens disent. Mais j'ai essayé plein de trucs et ça marche pas. Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est que vous avez fait un travail formidable parce que vous avez fait des choses et vous vous êtes occupé de vous. Et donc, du coup, il y a des choses qui ont dû bouger. Le problème, c'est qu'il y a une toute petite partie qui appartient au transgénérationnel. C'est un petit peu comme si vous demandez à une femme de ménage de venir faire le ménage chez vous, elle fait la poussière, elle passe l'aspirateur, mais elle ne lave pas par terre. Et bien la maison, elle ne sera pas propre. C'est pas complet. C'est pas complet. Et donc du coup, c'est vrai que les gens me disent « Ah mais oui, vous avez raison ». Après l'accompagnement, ils me disent « Vous avez raison, c'est cette partie-là qui coinçait ». Et en fait, c'est vraiment révélateur. D'accord. À ce moment-là. Très bien. Du coup, vous avez quand même des personnes qui viennent, qui sont assez sceptiques de votre thérapie, qui... Alors, en fait, j'ai des gens qui arrivent beaucoup par le bouche-à-oreille, parce que ça, c'est la première porte d'entrée, j'ai envie de dire. J'ai aussi des gens qui arrivent parce qu'ils m'ont vu en conférence ou qui m'ont rencontré sur un salon bien-être. Oui, parce que vous êtes beaucoup présente dans les salons, les conférences. Des choses comme ça. Et du coup, derrière, ils ont le temps d'échanger avec moi. On est toujours un petit peu... je ne sais pas si le mot sceptique, c'est vraiment... les gens se questionnent. Comment ça marche? Non, c'est pas de la méfiance, c'est plus de l'interrogation. Du style, comment ça marche? Comment vous travaillez? Comment ça va se passer la séance? C'est plus ça que la que le fait qu'il soit sceptique. D'accord, voilà. Très bien. Ok. Est-ce que des enfants peuvent venir consulter ou des parents qui ont des problématiques avec des enfants peuvent essayer
de faire une séance avec les enfants? Enfin, quelles sont les possibilités avec les enfants? Alors, avec les enfants, je dirais, je travaille beaucoup plus en fleur de bac. Par contre, il faut savoir que quand une personne travaille en psychogénéalogie, elle ne travaille pas que sur elle. C'est-à-dire qu'elle va réparer l'arbre avec l'arbre généalogique de ses ascendants, hein, donc elle répare les générations passées, elle se libère dans le présent et elle arrête la transmission aux générations futures. Donc quand il y a quelqu'un qui travaille en psychogénéalogie, elle travaille pour elle, mais elle travaille aussi pour tout l'arbre familial. D'accord, donc les ascendants et descendants. Donc les descendants des enfants qui font cette thérapie-là, normalement, ne sera pas touchée. Voilà, en fait, il y a des problématiques il y en aura d'autres, hein, parce qu'on travaille peut-être pas tout avec la personne, mais déjà les problématiques qui auront été travaillées ne seront plus transmises aux générations futures. Et du coup, sur des enfants donc, qui ont on va dire un enfant qui a moins de 10 ans par exemple, forcément que le travail ne pourra peut-être pas bien le faire, il ne pourra peut-être pas bien intégrer tout ce qui se passe. C'est aux parents du coup de faire le travail pour les enfants Alors oui et non, parce que les enfants ont bien moins de filtres et ont bien moins de tabous que nous. Et quand on leur dit quelque chose, ils ont cette capacité de compréhension. Des fois, on les infantilise, enfin, je sais pas, mais et du coup, pour eux, c'est acquis. Voilà, ça fait partie de leur histoire. Mais c'est vrai que avec les enfants, j'aime mieux travailler avec les fleurs de bac. C'est beaucoup plus sympathique, mais des fois, ça m'arrive d'aller en psychogénéalogie pour aller chercher un blocage parce que l'enfant il est embêté avec quelque chose. Ça me fait penser à un enfant que j'ai reçu qui faisait pipi au lit et en fait, je lui ai dit au bout d'un moment, mais quand tu fais pipi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, mais la nuit j'ai peur. Bon, ben d'accord, la nuit t'as peur, donc on a travaillé l'émotion peur sur les fleurs. Puis au bout d'un moment, je lui dis, écoute, va chercher comment est représentée ta peur. Donc j'ai un sac de peluches à la maison et je lui dis, maintenant les peluches, va chercher ta peur. Donc il est allé chercher sa peur, on a parlé autour de la peluche. Donc j'ai identifié la problématique familiale qui venait me soulever à travers cette peluche-là. On est allé chercher après dans l'arbre les prénoms qui pourraient correspondre à cette problématique. Effectivement, on avait trouvé aussi qu'il était en lien avec un ancêtre, je ne sais plus si c'était le grand-père ou l'arrière-grand-père. Et du coup, on a simplement nettoyé ce lien. Alors, c'est pas coupé, hein, on ne coupe jamais, mais simplement de dire, j'ai pas besoin de porter mon grand-père ou mon arrière-grand-père, et du coup, ça a lâché et les pipiolis se sont calmés derrière. D'accord, mais c'est vrai qu'avec les enfants, du coup, on va moins rentrer dans le détail des traumatismes familiaux, ça on en parle plus avec les parents. On en parlera plus avec les parents, mais des fois avec les enfants, ça dépend s'ils ont envie ou pas d'entendre leur histoire familiale. Ça, je m'adapte en fait à l'enfant quand je le reçois. Voilà. Ok, donc c'est une adaptation à l'enfant. Tout à fait. Très bien. Du coup, vous pourriez un peu nous expliquer le procédé d'une séance, même en gros avec des mots, comment se déroule une séance? Alors, la personne arrive, elle va m'expliquer sa problématique. Je vais dessiner son arbre généalogique. Alors attention, hein, c'est sur 3 à 5 générations. Alors, en gros, c'est la personne, ses parents, grands-parents et les arrière-grands-parents si je peux. Et à partir de là, on va aller chercher où se situe le traumatisme, le secret, le non-dit, pour que la personne soit coincée dans son présent. On va tenir compte des noms, prénoms, date de naissance, date de décès, date de mariage. Tout ça va nous raconter une histoire. Après, dans la deuxième partie de la séance, on va la schématiser, cette histoire-là. C'est-à-dire que je vais demander à la personne d'aller chercher comment elle est représentée dans les peluches, comment est représentée la lignée paternelle, la lignée maternelle. Ça, c'est ma façon de travailler. Et on va essayer de visionner, en fait, cette histoire familiale. Et puis, une fois que la séance est terminée, qu'on a mis en évidence ce secret, ce non-dit, je vais proposer à la personne un acte de réparation qu'elle fera à la maison pour pouvoir réparer son arbre.
D'accord, très bien. Du coup, vous dites que vous utilisez par exemple des peluches. Ça, vous l'avez appris pendant la formation? Oui, ça fait partie de la formation. On a un module sur la symbolique animale. D'accord, très bien. Donc vous utilisez aussi d'autres méthodes, vous avez d'autres outils en psychogénéalogie? Non, que mes peu. Voilà. Après, il y a les livres, mais c'est vraiment. Mon gros outil, c'est l'arbre généalogique, d'accord? Parce que sans lui, ben, la séance se fait pas. Et puis les peluches. Voilà. D'accord. Du coup, vous parliez tout à l'heure de date de naissance, date de mariage, toutes ces choses-là. Le mieux, c'est de le savoir avant de venir en consultation. Le mieux, c'est de savoir, voilà, c'est de les avoir avant de venir en consultation. En général, on va partir du livret de famille de papa-maman parce que sur le livret de famille de papa-maman, on a tout ce qui concerne les grands-parents. Si les parents sont vivants, on peut leur demander est-ce que tu te rappelles comment s'appelait ton grand-père? Est-ce que tu te rappelles comment s'appelait ta grand-mère? Après, il y a des moments où on n'a pas l'information, et ben on l'a pas, c'est pas grave, on travaille autrement. Voilà. D'accord. Du coup, comment ça se passe si une personne s'est fait adopter, qu'elle n'a aucune information sur vraiment ses ancêtres? Alors là, c'est un peu plus compliqué. On va la rattacher dans sa famille d'adoption et on va voir ce qui se joue. Des fois, les personnes adoptées n'ont pas connaissance de leur ascendant, mais elles ont des enfants, voire des petits-enfants, et du coup, au lieu de remonter l'arbre, on va le descendre. D'accord, c'est l'effet inverse du coup. Voilà. Alors c'est très rare quand on part dans ce sens-là, mais quand on n'a rien d'autre, et ben ça peut aider. D'accord. Voilà. Donc quelles sont du coup les choses à avoir avant de venir vous voir? Quelles sont les informations importantes à avoir? Il y a date de naissance, date Nom, de mariage? prénom, date de naissance, date de décès, date de mariage de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Donc ça a une signification aussi importante en psychogénéalogie? Alors oui, le prénom a une très grosse signification puisqu'à travers notre prénom, c'est toute l'histoire familiale qui peut être racontée. Quand on ouvre le livre sur les prénoms, c'est comme si on ouvrait le livre de nos ancêtres. D'accord. Les noms de famille aussi, donc du coup? Les noms de famille, c'est différent. Le nom de famille va situer un individu dans un clan. On appartient à un clan par le nom de famille. Le prénom va permettre de différencier les éléments d'une famille. Voilà. Mais vraiment, à travers le prénom, c'est toute l'histoire des ancêtres qui peut être racontée. Très bien. Donc du coup, comment ça se passe dans le cadre d'une fratrie, par exemple? Pourquoi une personne va avoir telle problématique concernant ses ascendants et pas les autres personnes de la fratrie? Parce qu'elles n'ont pas le même prénom. À chaque prénom correspond un programme. Donc, si j'ai Stéphane, Lydie et Alain, Stéphane aura le programme de Stéphane, Lydie aura le programme de Lydie et Alain aura le programme de Alain. C'est trois choses complètement différentes. Chaque prénom vient nous parler d'une problématique. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. Est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple, pour faire cette thérapie comme dans d'autres thérapies? En psychogénéalogie, non. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas qui étaient non résolvables ou vraiment vous n'avez rien pu faire? Alors, non résolvables, non, mais des cas qui nous ont fait tourner en rond avec la personne où effectivement, à un moment donné, on avait l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Et en fait, quand ça arrive comme ça, c'est pas gênant, c'est pas grave, c'est que le secret a été tellement enfoui, tellement bien gardé qu'on n'arrive pas à le faire émerger. Mais en général, au bout d'une heure et quart, on arrive à avoir voilà, l'histoire se délie et puis on peut mettre en place un protocole. Voilà. D'accord. Parce que du coup, les traumatismes de nos ancêtres peuvent être vraiment très 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 anciens dans le temps. Et oui, puisqu'on peut remonter, il peut y avoir sur les périodes de guerre, la Révolution française, on va retrouver derrière la Saint-Barthélemy, donc vous voyez c'est encore plus vieux, on va retrouver tout ce qui va être attaché aux mémoires des Templiers, donc quand on remonte, on va travailler avec le Moyen-Âge, et les premiers gros traumatismes peuvent survenir encore plus en amont, donc des moments on est un petit peu coincé, quand le traumatisme est très profond et très enfoui, mais en général on arrive à le remettre en évidence.
Et qu'est-ce qui explique que des générations et des générations plus tard, le traumatisme peut ressortir chez le descendant alors que ça date... Parce qu'il n'a pas été digéré par les ascendants. Si on prend par exemple, on s'aime mais on n'est pas de la même classe sociale, ce qu'on appelle les amours ancillaires. Le mariage ne sera pas possible, d'accord? Si les deux étaient réellement très amoureux et que le mariage ne peut pas se faire, ça va être véritablement un deuil amoureux, d'accord? Ça va être une souffrance chez ces deux personnes-là qui n'ont pas pu se marier parce qu'on leur a interdit, parce qu'ils n'étaient pas de la même classe sociale. Qu'est-ce qui va se passer? Le traumatisme va se transmettre de génération en génération et à un moment donné, il y en a un qui va somatiser parce que la douleur de l'arbre sera trop forte et qu'il va falloir qu'elle s'exprime. D'accord. Oui, c'est du coup assez impressionnant de voir que ça peut ressortir très longtemps après. Est-ce que des traumatismes peuvent ressortir chez les bébés, par exemple? Est-ce que des bébés peuvent montrer des signes, des fois même tout petits comme ça, de traumatisme? Alors, ça arrive par exemple quand dans une généalogie, alors, il y a eu beaucoup d'enfants morts-nés, d'accord? Il y a des arbres qui sont très chargés avec cette problématique-là, où il y a beaucoup d'enfants morts-nés, beaucoup de fausses couches. On va souvent avoir des bébés qui vont beaucoup pleurer, qui vont avoir besoin des bras de maman. Et en fait, les parents, quand ils arrivent, me disent « mais on n'en peut plus, il fait pleurer ». Et quand il y a cette problématique-là, c'est pas étonnant, parce que l'enfant va recevoir le programme « fais voir à ta mère que tu es vivant ». Parce que sinon, maman va s'inquiéter, comme on a perdu beaucoup d'enfants dans cette généalogie. Et du coup, l'enfant va pleurer. Au moins, maman est sûre que son bébé est vivant. C'est complètement inconscient, on est bien d'accord. Ça répond simplement au programme du transgénérationnel. Mais du coup, c'est embêtant. Donc, en fait, c'est pas l'enfant qui a un traumatisme à la base, c'est que pour pas que la maman s'inquiète parce qu'on en a perdu beaucoup, cet enfant-là va beaucoup pleurer. Et du coup, il va falloir réparer les enfants morts-nés du transgénérationnel pour que ça lâche au niveau de l'enfant et qu'il n'ait plus besoin de répondre au programme « fais voir à maman que tu es vivant ». Donc le seul moyen que l'enfant a, c'est de pleurer. D'accord, voilà. Donc du coup ça pourra peut-être répondre à plusieurs personnes dont les enfants pleurent beaucoup, enfin en tout cas peut-être trop. Et du coup j'imagine qu'au niveau des grossesses aussi, il peut y avoir des choses qui se montrent. Voilà, alors après on peut avoir aussi, par exemple quand il y a des petits soucis au niveau de la grossesse, et bien forcément on ne veut pas perdre l'enfant, donc maman va faire des trucs pendant la grossesse pour qu'on s'occupe bien de l'enfant, ou alors il peut y avoir aussi la femme morte en couche, et donc là il faut faire attention de bien s'occuper de maman, donc il va y avoir des petits soucis des fois peut-être pendant la grossesse, mais ça, voilà, on est dans le peut-être parce qu'on n'a pas la personne devant les yeux qui nous explique son histoire, et surtout on n'a pas l'arbre. D'accord. Donc, voilà. Si une personne, par exemple, qui est enceinte, qui a pas mal de soucis pendant sa grossesse, elle peut peut-être à ce moment-là se tourner vers la psychogénéalogie pour voir s'il n'y a pas eu des traumatismes à ce niveau, au moment de tout ce qui l'a touché à la grossesse. Même si, pareil aussi pour les accouchements difficiles, par exemple. Ça peut, voilà. Mais il faudrait aller voir ce qui se joue dans l'arbre. Par contre, là j'insiste sur une chose, c'est pas parce qu'on travaille en psychogénéalogie sur la problématique des enfants morts-nés ou sur la problématique des femmes mortes en couche, et donc on va résoudre certains traumatismes qui vont aider, qu'on va se passer du corps médical. Tout à fait. On est bien d'accord. Oui, donc retenez bien, on prend l'avis du médecin aussi. Voilà. On écoute le médecin. Voilà. Et du coup, voilà. pour en venir du coup à la médecine, est-ce qu'il y a des problèmes des fois médicaux qui peuvent être en lien avec des traumatismes? Alors, ça c'est toujours pareil, hein, on va être toujours complémentaire de la médecine et on n'agira jamais seul. Je peux par exemple sur des personnes qui ont du diabète ou je sais pas, des maux de ventre inexpliqués ou des choses comme ça, donner une explication du traumatisme à l'origine de cette problématique-là, mais en aucun cas on pourra se passer d'aller voir le médecin pour un traitement de diabète ou pour un traitement X ou Y.
On va venir, nous, plus être en explication, d'accord? On va pouvoir proposer des protocoles, mais en aucun cas on se substitue à la médecine classique traditionnelle. Il y a des pathologies qui relèvent de cette médecine, et heureusement des fois qu'on l'a, parce que sinon on serait bien mal, mais du coup la psychogénéalogie permet un éclairage et permet de se libérer des fois de oh j'en ai marre de cette maladie ou j'en peux plus, ou voilà. Là on a vraiment un regard, on a un éclaircissement sur ce qui nous arrive. Et ça peut nous aider peut-être aussi, j'imagine, à mieux vivre aussi la maladie, à mieux vivre sa problématique. Voilà. Et puis dans certains cas, on peut avoir une action qui soit sympa ou avoir un levier pour nous permettre de dépasser certaines choses qui nous arrivent. Donc, par contre, on le rappelle bien, ce n'est pas en aucun cas, il faut substituer ça à un avis médical. Voilà, il faut quand même bien garder l'avis du médecin et bien faire ce que le médecin propose aussi. De son côté. Voilà, exactement. Et il faut plusieurs séances, du coup, en psychogénéalogie? Oui, on ne règle pas tout sur une séance. C'est pour ça que je propose moi des accompagnements, donc soit sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Je ne vais pas au-delà, mais ça se décide lors du premier rendez-vous sur lequel je vais faire connaissance avec la personne qui vient me voir. On va poser les choses et à partir de là, on déterminera le nombre de séances que la personne a besoin. D'accord. Et si la personne a beaucoup de problématiques et qui a eu beaucoup de traumatismes familiaux, comment vous faites du coup On va régler en général sur quelques séances. C'est pour ça que je vais de 1 mois à 3 mois pour qu'on ait le temps avec cette personne de traiter chaque problématique. Mais en général, quand une personne arrive, elle arrive avec souvent 1 ou 2 problématiques et puis après, il y a des choses qui découlent de ces traumatismes. Donc, ça rentre pour moi dans une problématique. D'accord. Des fois, une séance peut régler peut-être 2 problèmes. Une séance peut régler 2 problèmes. Par exemple, si dans une famille, s'il y a des gens qui viennent me voir et qui souffrent du sentiment d'abandon. Donc, si elle souffre du sentiment d'abandon, on va aller chercher l'enfant abandonné plus haut. Le problème de l'enfant abandonné, c'est pourquoi on a abandonné cet enfant. Et en général, là, on va traiter l'enfant abandonné et la cause de l'abandon. Ça peut être simplement, on n'avait pas à manger. Donc, plutôt que de voir notre enfant mourir de faim, on l'a abandonné, au moins on lui a donné une chance de survie ailleurs. Voilà. D'accord? Donc là, vous voyez, ça se traite sur une séance. D'accord, voilà. Très bien. Et du coup, vous complémentez les séances par quoi, par exemple? Donc, vous avez parlé des fleurs de Bach. Tout à fait. Donc, avec les fleurs de Bach qui me permettent de résoudre les problèmes émotionnels. Et puis, de temps en temps, ça m'arrive d'aller au massage. Voilà, de proposer un massage bien-être. Mais ça, c'est en fonction de la personne. D'accord. Donc, en tout cas, voilà, les personnes peuvent savoir qu'il y a une possibilité de massage après la séance, par exemple. Alors, pas après la séance. Si on fait une séance de psychogénéalogie, ça dure déjà 1h30. Donc, on arrête là. Par contre, si par exemple, dans l'accompagnement, il y a besoin de lâcher par le corps, parce que forcément, il n'est pas là pour rien lui aussi, il porte aussi nos traumatismes. À ce moment-là, en accord avec la personne, ou si la personne est demandeuse, effectivement, on se bloque 1 heure. Et là, on fait que du massage. C'est un massage donc bien-être. On est d'accord qu'on reste sur un massage bien-être, à aucune visée thérapeutique. Voilà, c'est de la tête aux pieds. Du coup, vous passez sur tout le corps. Ok. Du coup, le prix d'une séance en psychogénéalogie s'élève à combien? Alors, ça dépend. Si on vient me voir sur une séance d'1h30, c'est 90 €. Par contre, si on est sur un accompagnement d'1 mois, où on a 4 séances et 6 heures d'accompagnement, là on est sur un budget de 300 €. Voilà. Et du coup, le massage, les fleurs de Bach, ça après, quand on est dans l'accompagnement, c'est 300 €. C'est tout compris. Voilà. Si je fais un massage et aussi je fais, c'est un budget qui est défini au départ. D'accord. Donc en plus des choses que vous avez pu apprendre en formation, il y a d'autres choses sur quoi vous vous basez, des livres par exemple sur lesquels vous avez appris
Alors après, il y a Aïe mes aïeux dont on en a parlé. J'ai lu aussi Paola Di Castillo. Et puis après, j'ai mes livres de travail sur les prénoms. Et puis j'ai un livre aussi sur la symbolique animale pour pouvoir des fois aller chercher et décoder en fonction des animaux que la personne va être amenée à sortir quand on sera au moment de ce travail-là. Voilà. D'accord. Vous avez aussi, par exemple, sur les maladies, je sais que par exemple, Lise Bourbeau, oui. le dictionnaire des maladies. J'en ai un, mais c'est un décodage biologique des maladies pour me donner le conflit dans lequel est la personne. Voilà. D'accord, ok. Vous faites des séances donc au cabinet et en visio. Voilà, donc soit les personnes viennent me voir en présentiel sur Roisey, soit les personnes peuvent m'appeler et dans ces cas-là, on se fixe un rendez-vous en visio. Voilà, donc du coup, rien n'empêche de faire une séance même si on est au bout de la France. Voilà, en étant loin, exactement. Pour en revenir un petit peu aux informations à avoir pour faire une séance, donc pour les recherches, comment les personnes peuvent faire si vraiment elles ont du mal à trouver un petit peu? Par les livrets de famille. Son livret de famille personnel déjà, le livret de famille de papa-maman, et puis après on peut toujours demander au tonton, où il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a un peu la mémoire et qui peut donner des informations. Voilà. J'espère que tout le monde aura pu avoir toutes les informations qu'il souhaitait avoir, que ça a permis un peu à certaines personnes, en tout cas, d'élargir un peu ce qu'ils pensaient de la psychogénéalogie. Et puis, du coup, n'hésitez pas à prendre les coordonnées donc, de Claire Silly. Vous avez donc cette vidéo qui vous informera quand même majoritairement, je pense, d'un petit peu toutes les questions là sur la psychogénéalogie et sur une séance. Peut-être que Claire peut donner son numéro de téléphone ou son mail, pour pouvoir la contacter si besoin, si vous avez besoin d'une séance. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 18 91 31 68. Sinon, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.unité-être.fr et là, vous allez retrouver pas mal d'informations me concernant avec la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Voilà, tout est clair du coup et j'espère pour vous aussi également. Voilà. On vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée à vous.